Et si on partait à l'autre bout du monde, dans un endroit où la nature règne encore en maître? Il n'en fallait pas plus pour se lancer dans ce voyage de 3000 km à travers l'Australie. On est Mathieu et Alex, deux copains passionnés de faune sauvage, et nous sommes maintenant à la moitié de notre aventure. Bienvenue dans notre road trip animalier au cœur de l'Australie. Je viens de me réveiller, c'est notre 3e jour dans l'outback australien. Ce matin, on est entouré de kangourous, c'est assez incroyable. Et je me rends compte qu'on est à la moitié de notre aventure. Donc on a déjà vu plein d'animaux, des kangourous, des dingos, des ornithorynques, des requins. Et il y a beaucoup d'espèces qui nous attendent, mais pour ça, il va falloir bouger. On va quitter l'outback, il y a beaucoup d'heures de voiture qui nous attendent aujourd'hui pour aller sur notre prochaine étape. Aujourd'hui, on va donc conduire sur des centaines de kilomètres et quitter petit à petit cet endroit aride où la terre est presque rouge. Les étendues sont immenses. Conduire dans l'outback, c'est une sensation de liberté et une concentration de tous les instants. Les kangourous et les wallabies surgissent parfois sans prévenir, alors attention à l'accident. Ah oui, et ici, les couchers de soleil sont vraiment à part. « 9h ou 10h de voiture, je crois, aujourd'hui. Je suis claqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, on va arriver dans la zone tropicale et qu'on devrait voir plein de nouveaux trucs. Donc ça, c'est chouette. Allez, temps d'aller dormir. Aujourd'hui, on croise un peu plus de monde. On est au milieu des champs et des fermes, un endroit qui attire beaucoup d'animaux. Ici, la voiture est devenue notre meilleur atout pour observer la faune sauvage. Les animaux sont souvent méfiants face à un humain à pied, mais la forme de notre voiture les inquiète moins. Alors la plupart de nos observations se fait donc depuis notre siège, moteur coupé et fenêtre ouverte. On a vraiment cette impression d'être dans un safari. Comme on l'attendait, le paysage change et nous quittons les vastes plaines pour grimper en altitude. Devant nous s'étend une forêt pluviale dense, baignée de brume et d'humidité. Il est temps de quitter la voiture, on va aller explorer cet endroit à pied. Et à peine a-t-on pénétré sous la canopée qu'on entend un bruit assourdissant, celui de centaines de chauves-souris. Dans les arbres en face de nous, il y a une colonie entière de roussettes. Certaines dorment, pendues la tête en bas, d'autres s'étirent, s'envolent ou se disputent bruyamment leur place dans la colonie. Actives la nuit, leur rôle est crucial dans l'écosystème. Elles pollinisent les fleurs et dispersent les graines sur de grandes distances, jouant un rôle clé dans la régénération des forêts. Deux chauves-souris, un peu à l'écart, attirent soudain notre attention. On attend, on observe. Et là, un moment totalement inattendu. On assiste à l'accouplement des deux roussettes. C'est un signe d'espoir et une bonne nouvelle, car des vagues de chaleur ont tué des milliers de chauves-souris ces dernières années en Australie. On laisse derrière nous la moiteur de la forêt pluviale et nous partons vers la côte.
À notre arrivée au bord de l'océan Pacifique, c'est la surprise. Une côte sauvage, une mosaïque de couleurs et de nombreux oiseaux marins. Sur la plage, un bateau de plongée nous attend. Cap au large. Nous filons sur l'eau pendant près d'une heure, à mi-chemin de la grande barrière de corail. Autour de nous, l'océan semble vide. Et sous la surface, se trouve l'épave d'un paquebot de 110 mètres qui repose ici depuis plus d'un siècle. Pris dans un cyclone, il a sombré en ne laissant aucun survivant. On se met à l'eau, et là, tout semble aller très vite. D'abord, la silhouette mystérieuse de l'épave, qui se dessine dans l'eau trouble. Mais c'est surtout une explosion de formes, de couleurs, de mouvements. On ne sait plus où donner de la tête. On est submergé par l'abondance, par l'incroyable vitalité d'un lieu que l'on aurait pu croire mort. On explore les recoins de l'épave, qui gît à 30 mètres de profondeur. Recouverte de coraux, elle est devenue un véritable récif artificiel. Une oasis de vie au cœur du désert de sable qui l'entoure. Les animaux trouvent ici protection et nourriture. Et qui dit abondance, dit prédateur. Plonger ici ne ressemble à aucune autre plongée que j'ai pu faire avant aujourd'hui. Puis, posée au fond, elle apparaît. Une tortue kawan, massive et immobile. C'est la première fois que je plonge avec cette espèce. On distingue au loin une forme inhabituelle. C'est un serpent marin olivâtre qui ondule entre les structures de l'épave. Ce serpent, c'est l'un des plus venimeux au monde, dont le venin est 10 fois plus puissant que celui d'un cobra. Heureusement, il n'est pas agressif, à moins de se sentir menacé. Du coup, on fait quand même attention à ne pas faire de gestes brusques. On ne sait jamais. Il est temps de remonter et 20 minutes de palier nous attendent. L'occasion de se projeter sur la prochaine étape, une île tropicale où nous allons partir à la rencontre d'une autre espèce emblématique d'Australie. Ce matin, on prend le ferry pour se rendre sur cette île, à quelques kilomètres seulement de la côte du Queensland. Ces forêts sont connues pour abriter des densités records de koalas. Dès notre arrivée, nous explorons les formations rocheuses du bord de mer et on ne tarde pas à apercevoir des wallabies des rochers. Des petits marsupiaux agiles qui se fondent parfaitement dans le décor rocheux de l'île grâce à leur camouflage naturel. Ces wallabies sont peu farouches car ils sont nourris régulièrement par les visiteurs de l'île. Quelques adultes se montrent, puis c'est un jeune wallaby très curieux qui s'approche de moi.
On part maintenant en randonnée sur les traces des koalas. Ce chemin est réputé pour nous donner les meilleures chances de les observer. Pourtant, ça va pas être facile. Ils sont souvent en train de dormir, immobiles et difficiles à trouver dans la végétation épaisse. Avec patience et discrétion, on a finalement la chance d'en apercevoir plusieurs. Certains camouflés dans le feuillage et d'autres plus actifs qui grignotent les feuilles à la cime des arbres. Après quelques heures, une rencontre encore plus incroyable nous attend. Il y a un koala qui est en train de dormir, à hauteur d'homme, juste devant moi. Ce petit être à l'allure paisible se tient là, immobile. Il a quelque chose d'enfantin, il me regarde sans peur, avec une innocence touchante. Mais derrière cette image de douceur, se cache aussi une réalité fragile. Le koala est une espèce menacée. La déforestation, les incendies, le réchauffement climatique et les maladies menacent le futur de ce petit gardien des forêts. On a quitté l'île et on poursuit notre voyage, avec des paysages différents qui nous permettent d'observer toujours plus d'espèces. Lorsqu'on prend le temps et qu'on est discret, c'est tout un monde sauvage qui se dévoile devant nous. Des oiseaux, des reptiles, des marsupiaux. Et après plusieurs jours, nous voilà maintenant arrivés dans l'extrême nord-est de l'Australie, une région où la nature semble figée dans le temps. On arrive dans les zones de forêt tropicale et en fait j'ai beaucoup de chance parce qu'Alex il a déjà fait cette zone. Donc j'ai mon guide privé et on va essayer de trouver le kangourou arboricole, un kangourou qui vit dans les arbres. On part à pied explorer cette forêt impressionnante, parmi les plus anciennes du monde. Vestige du Gondwana, l'ancien supercontinent dont l'Australie faisait autrefois partie. Cette forêt est si dense que la lumière peine à percer le feuillage épais. Elle abrite des espèces végétales et animales uniques, dont le kangourou arboricole que nous sommes venus chercher. Les heures passent et toujours pas de kangourou en vue. Le kangourou arboricole se déplace très en hauteur dans les arbres et on se rend compte que les chances de l'observer sont extrêmement faibles.
guide privé pour les kangourous arboricoles, il est pas très efficace. Mais il est gratuit, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Alors, que penses-tu de ta prestation en tant que guide de kangourou arboricole? Sublime. Combien de kangourous arboricoles on a vu? 0. On continue à avancer dans cette forêt tropicale ancestrale jusqu'à une petite station balnéaire isolée. Et là, au milieu de l'activité humaine, une rencontre imprévue. Un animal tout droit sorti de la préhistoire, le casoar. Il marche sur la plage, au milieu des baigneurs et des enfants, comme s'il était seul au monde. Il semble sorti d'un autre temps, et se comporte clairement comme s'il était le propriétaire des lieux. Alors hier, on a eu une super observation de casoar, sauf qu'il était en plein milieu de la civilisation, il y avait du monde partout autour. Moi je rêve quand même d'un face-à-face avec un casoar où il soit dans son milieu naturel. Je vais profiter qu'il soit encore tôt, Alexis dort, mais je vais prendre la voiture. Je vais aller me balader sur les routes dans la forêt tropicale, en espérant avoir un peu de chance. Après quelques minutes, j'arrête la voiture. Un casoar s'avance vers moi. J'ai l'impression d'être face à face avec un dinosaure. Le casoar, il est souvent considéré comme l'oiseau le plus dangereux du monde, avec ses pattes massives et ses griffes acérées qui pourraient m'éventrer en un seul coup. Et pourtant, je ne ressens aucune menace, juste de la curiosité. Il incarne à lui seul cette image préhistorique de l'Australie sauvage. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec un des prédateurs les plus impressionnants d'Australie. En fait, à chaque fois qu'on s'approche d'une plage ou qu'on s'approche d'une rivière, il y a des panneaux partout qui disent « Attention aux crocos, n'allez pas dans l'eau ». On est face à un prédateur qui clairement cible l'homme. On est au menu et il faut faire super gaffe. Donc le crocodile marin, c'est le prédateur par excellence des côtes australiennes. Et c'est lui qu'on va aller chercher aujourd'hui en allant se balader sur la rivière. Nous quittons donc la terre ferme pour partir en bateau, explorer l'habitat du crocodile marin, avec des cours d'eau boueux et des mangroves impénétrables. Silence à bord, on est concentré sur notre recherche. Les crocodiles peuvent être n'importe où, et surtout rester de nombreuses heures sous la surface. Alors on scrute les berges, à la recherche du moindre mouvement. Et puis, une première observation. Un nouveau-né de 30 cm. Pas très impressionnant et presque mignon. C'est difficile d'imaginer que ce petit reptile deviendra un jour l'un des plus puissants prédateurs de la planète. Plus on avance, plus les choses se précisent. Sur les berges, des crocodiles adultes se chauffent au soleil, immobiles, presque endormis. Mais leur apparence est trompeuse. Ils peuvent se fondre dans l'eau en un éclair, sans un bruit. Une attaque rapide, d'une précision glaçante. Chiens, vaches, oiseaux, humains. Ici, tout ce qui s'approche trop près de l'eau est une proie potentielle.
Au loin, on repère une silhouette massive. Son nom, donné par les habitants, est Scarface. C'est le mâle dominant de cette portion de rivière. 5 mètres de muscles, de cuir épais et de force brute. Un colosse préhistorique qui est trop vieux pour avoir encore des dents, mais toujours un danger mortel grâce à la puissance de ses mâchoires. Scarface n'a plus rien à prouver. Il règne ici depuis des décennies et tous les autres crocodiles s'écartent sur son passage. Et notre road trip touche à sa fin. Plus de 3000 km parcourus à travers les étendues de l'Outback, les forêts tropicales et les plages désertes. On y a croisé le regard de dizaines d'espèces animales, toutes uniques. Alors on passe nos dernières heures dans la forêt et la mangrove, car la nature australienne a toujours des surprises. On a vu tellement d'espèces fascinantes, comme cet éclair bleu dans les racines. C'est le plus petit martin pêcheur du monde. Et sur la vase, ce périophthalme qui nous observe. Mi-poisson, mi-reptile, il représente à lui tout seul à quel point cette biodiversité est unique. Tant de jours passés sur la route, tant de kilomètres avalés, et pourtant une évidence, ce que nous avons vu ici n'est qu'un fragment, une infime partie de ce qui se cache sur cette gigantesque île-continent, l'Australie, qui ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre.